J'attendis longtemps une occasion. Elle se présenta enfin sous la forme d'une perdrix que je tirai et que je tuai devant le nez de l'Anglais. Mon chien me la rapporta, mais prenant aussitôt le gibier, j'allais m'excuser de mon inconvenance et prier Sir John Rowell d'accepter l'oiseau mort. C'était un grand homme à cheveux rouges, à barbe rouge, très haut, très large, une sorte d'Hercule placide et poli. Il n'avait rien de la raideur dite britannique, et il me remercia vivement de ma délicatesse en un français accentué d'outre-Manche. Au bout d'un mois, nous avions causé ensemble 5 ou 6 fois. Un soir enfin, comme je passais devant sa porte, je l'aperçus qui fumait sa pipe, à cheval sur une chaise, dans son jardin. Je le saluai et il m'invita à entrer pour boire un verre de bière. Je ne me le fis pas répéter. Il me reçut avec toute la méticuleuse courtoisie anglaise, parla avec éloge de la France, de la Corse, déclara qu'il aimait beaucoup cette pays, cette rivage. Alors je lui posai, avec de grandes précautions et sous la forme d'un intérêt très vif, quelques questions sur sa vie, sur ses projets. Il répondit sans embarras, me raconta qu'il avait beaucoup voyagé en Afrique, dans les Indes, en Amérique. Il ajouta en riant: J'avais eu beaucoup d'aventures. Oh yes. Puis je me remis à parler de chasse, et il me donna des détails les plus curieux sur la chasse à l'hippopotame, au tigre, à l'éléphant, et même la chasse aux gorilles. Je dis: tous ces animaux sont redoutables. Il sourit. Oh non, le plus mauvais, c'était l'homme. Il se mit à rire tout à fait, d'un bon rire de gros anglais content. J'avais beaucoup chassé l'homme aussi. Puis il parla d'armes, et il m'offrit d'entrer chez lui pour me montrer des fusils de divers systèmes. Son salon était tendu de noir, de soie noire brodée d'or. De grandes fleurs jaunes couraient sur l'étoffe sombre, brillaient comme du feu. Il annonça: c'était une drap japonaise. Mais au milieu du plus large panneau, une chose étrange me tira l'œil. Sur un carré de velours rouge, un objet noir se détachait. Je m'approchai. C'était une main d'homme, non pas une main de squelette, blanche et propre, mais une main noire, desséchée, avec les ongles jaunes, les muscles à nu et des traces de sang ancien, de sang pareil à une crasse sur les os coupés net, comme d'un coup de hache vers le milieu de l'avant-bras. Autour du poignet
Une énorme chaîne de fer rivée, soudée à ce membre malpropre, l'attachait au mur par un anneau assez fort pour tenir un éléphant en laisse. Je me demandais, qu'est-ce que cela? L'Anglais répondit tranquillement. C'était ma meilleure ennemie. Il venait d'Amérique. Il avait été effronté avec le sabre et arraché la peau avec un caillou coupant. Il séchait dans le soleil pendant 8 jours. Oh, très bonne pour moi, cette. Je touchais ce débris humain qui avait dû appartenir à un colosse. Les doigts, démesurément longs, étaient attachés par des tendons énormes que retenaient des lanières de peau par place. Cette main était affreuse à voir, écorchée ainsi. Elle faisait penser naturellement à quelque vengeance de sauvage. Je dis, cet homme devait être très fort. L'Anglais prononça avec douceur. Oh yes, mais je étais plus fort que lui. J'avais mis cette chaîne pour le tenir. Je crus qu'il plaisantait. Je dis, cette chaîne maintenant est bien inutile. La main ne se sauvera pas. Sir John Rowell reprit gravement. Elle voulait toujours s'en aller. Cette chaîne était nécessaire. D'un coup d'œil rapide, j'interrogeai son visage, me demandant, est-ce un fou ou un mauvais plaisant? Mais la figure demeurait impénétrable, tranquille et bienveillante. Je parlais d'autre chose et j'admirais les fusils. Je remarquai cependant que 3 revolvers chargés étaient posés sur les meubles, comme si cet homme eût vécu dans la crainte constante d'une attaque. Je revins plusieurs fois chez lui, puis je n'y allai plus. On s'était accoutumé à sa présence. Il était devenu indifférent à tous. Une année entière s'écoula. Or, un matin, vers la fin de novembre, mon domestique me réveilla en m'annonçant que Sir John Rowell avait été assassiné dans la nuit. Une demi-heure plus tard, je pénétrai dans la maison de l'Anglais avec le commissaire central et le capitaine de gendarmerie. Le valet, éperdu et désespéré, pleurait devant la porte. Je soupçonnais d'abord cet homme, mais il était innocent. On ne put jamais trouver le coupable.